Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe. Et à 18h26, voici l'interview de l'eurodéputée Isabelle Thomas. 17 minutes d'entretien autour des thématiques suivantes. Le départ des Anglais, l'avenir budgétaire de l'Union européenne, mais aussi la campagne des présidentielles françaises. Elle a accompagné le candidat socialiste Benoît Hamon hier en Allemagne où il a rencontré Angela Merkel et Martin Schulz, le candidat concurrent d'Angela Merkel, candidat du SPD. Elle nous raconte un petit peu comment cela s'est passé. Voici cet entretien réalisé ce matin dans nos studios en compagnie d'Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste. Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais avoir une petite réaction. Aujourd'hui, Theresa May déclenche l'article 50. On sait que déjà, avec la dévaluation de la livre, il manque des sous dans le budget européen. Cet article 50 qui se lance, c'est 2 ans de négociations qui s'ouvrent. D'un point de vue purement budgétaire, vous qui siégez dans cette commission de budget au Parlement européen, comment vous regardez la chose ? Évidemment avec inquiétude, pas seulement pour des questions budgétaires, mais il est vrai qu'on a déjà perdu 1,8 milliard avec la dévaluation de la livre, puisque le Royaume-Uni paye sa part au budget de l'Union en livres sterling. Donc la dévaluation nous a coûté, mais au-delà de ça, évidemment, la question budgétaire va être non pas au cœur des négociations, mais va être importante dans les négociations. Et je dirais que ça ne se passe pas dans un contexte le plus favorable, puisque qui n'a pas remarqué ces dernières années qu'il y a quasiment une crise, ou en tout cas des difficultés tous les jours nouvelles au sein de l'Union qui exigent des moyens budgétaires, alors que ce budget de l'Union est resté stable, voire a même diminué lors du dernier cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire en 2013, avec en plus un pays de plus. Et depuis cette période-là, nous avons eu la crise agricole, nous avons eu un déficit d'investissement auquel il a fallu remédier, nous avons le Brexit, nous avons les migrants, nous avons des exigences aux frontières, des questions de sécurité, d'attentats, bref. Avec tous ces nouveaux enjeux, tous ces nouveaux défis, nous travaillons pourtant dans un cadre budgétaire complètement restreint, qui est le même, voire inférieur à ce qu'il était il y a plus de 10 ans. Donc c'est vrai qu'à la commission du budget, nous sommes très inquiets et nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'on ne peut pas continuer à faire des annonces. Je veux dire par là que les gouvernements paradent souvent à la sortie du Conseil en clamant qu'ils vont s'occuper de la défense, ils vont s'occuper des frontières, ils vont s'occuper des migrants, ils vont s'occuper du chômage des jeunes, mais sans jamais mettre 1 euro. Je crois qu'il y a une part d'hypocrisie qui devient un peu difficile à avaler. Justement, est-ce que c'est pour ça du coup que vous venez de proposer une rallonge budgétaire, si on peut le dire ainsi, de 6 milliards d'euros? C'est la première fois là sur ce budget qu'on peut un petit peu réaiguiller le tir. Ces 6 milliards, c'est vraiment aujourd'hui indispensable pour que l'Europe puisse avoir les moyens de ses ambitions? En réalité, ce n'est même pas une rallonge budgétaire. En réalité, nous avons simplement demandé, le Parlement s'est battu, a bataillé, a gagné, c'est une bonne chose, mais il faut savoir qu'il a simplement obtenu non pas des moyens supplémentaires, mais simplement d'utiliser l'existant dans le cadre budgétaire. C'est-à-dire qu'en plus du fait d'avoir un cadre assez ridicule, je rappelle que le budget de l'Union, c'est 1% du produit intérieur brut, alors que si on compare avec les États-Unis, le budget fédéral, les États-Unis, on est à plus de 20%. Donc on n'a même pas augmenté, on a simplement réussi à faire en sorte que ce qui n'est pas dépensé sur une ligne budgétaire puisse servir de marge et être dépensé sur une autre. Donc vous voyez, la victoire est quand même toute relative. Cependant, effectivement, ça a été une très dure bataille et nous avons réussi, le Parlement a réussi, alors que tout le monde nous disait peine perdue, arrêtez de vous agiter, vous n'y arriverez pas. Et nous avons quand même réussi à décrocher, si je puis dire, ces 6 milliards d'euros. Vous êtes confiante maintenant quant au fait que l'hémicycle 1 vote ce point-là, et puis surtout d'ailleurs que le Conseil l'approuve? C'est une unanimité qu'il faut pour que ça passe. Est-ce qu'on peut dire que globalement c'est dans les rails, ou comme toujours en politique européenne, mais tant que ce n'est pas acquis, et parfois chèrement acquis, on ne peut pas le garantir? Vous savez, dans la vie c'est comme ça aussi. Tant que ça n'est pas acquis, ça n'est pas acquis, pas seulement dans l'Union européenne. Je suis confiante dans le Parlement,
parce que je crois que le Parlement a pris la mesure justement de ce décalage entre les défis, les politiques annoncées par les gouvernements d'un côté et puis le gap budgétaire de l'autre, et que de ce point de vue, je crois que même finalement les moins européens du Parlement, alors je ne parle pas des extrémistes anti-européens, mais ceux qui sont toujours un peu réticents à mettre la main au pot, si je puis dire, à sortir de l'argent, ceux-là sont conscients qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, du point de vue du Parlement, je suis confiante. Du point de vue de la Commission, je sais qu'ils auraient espéré, comme nous, qu'il y ait plus de marge, de flexibilité dans les marges. Du point de vue du Conseil, comme d'habitude, vous le disiez très bien, wait and see. On va revenir maintenant sur un petit peu la politique nationale, quoique au fond on reste toujours en lien avec l'Europe. Vous étiez hier, si je ne dis pas de bêtises, en Allemagne, vous accompagnez Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle. Il a rencontré Angela Merkel, puis Martin Schulz. Alors on reviendra sur Martin Schulz dans un deuxième temps. Qu'est-ce qui est ressorti de cet entretien avec la chancelière allemande ? Eh bien, écoutez, c'était très intéressant parce que, évidemment, l'Allemagne est un partenaire central. Moi, je ne suis pas une adepte de l'axe franco-allemand au sens où il serait l'alpha et l'oméga de l'Union. Pas du tout. Cependant, c'est évidemment un partenaire central, ne serait-ce que parce que c'est un des pays les plus importants de l'Union, c'est un pays de la zone euro et c'est un pays qui a beaucoup compté, beaucoup fait la loi, on va dire notamment la loi économique ces dernières années. Donc évidemment, c'est un partenaire très important. Et j'ai été très heureuse d'accompagner Benoît Hamon, aussi bien au rendez-vous avec Angela Merkel qu'à celui avec Martin Schulz. Et je dois dire que c'était très intéressant parce que je crois que même si certains pourraient dire que je surinterprète peut-être les propos, mais je crois qu'après plusieurs années où l'Allemagne n'a pas compris l'enjeu la nécessité que ces partenaires européens soient traités de manière précautionneuse et pas seulement sur des bases de nous ça marche chez nous et donc on ne comprend pas pourquoi chez vous ça marche pas. Aujourd'hui, l'Allemagne est en train de comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Martin Schulz. C'était très intéressant quand il a dit j'essaie d'expliquer aux Allemands qu'une partie de la prospérité économique en Allemagne se fait au détriment de ses partenaires européens. Et le discours n'était pas forcément très différent sur ce point de la part d'Angela Merkel quand clairement elle a dit que si les partenaires de la zone euro étaient en grande difficulté, ça se ferait aussi au détriment de l'Allemagne. Donc il y a une prise de conscience en Allemagne, je crois, que soit on marche bien tous ensemble, soit au bout d'un moment ça ne marchera pas, y compris pour l'Allemagne, puisque l'essentiel finalement de ces débouchés économiques, ce sont les pays européens et particulièrement les pays de la zone euro. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience, c'est très intéressant, et qui conduit notamment à s'interroger sur la gouvernance de la zone euro, qui conduit à s'interroger sur l'harmonisation fiscale. Sur ce point, aussi bien la chancelière Angela Merkel que le candidat à la chancellerie, Martin Schulz, ont été assez offensifs. Évidemment, avec le candidat social-démocrate, les proximités sont plus grandes avec les positions de Benoît Hamon et notamment sur la taxation des multinationales et la taxation sur les transactions financières. Là, il y a une proximité forte. Je signale au passage que ne serait-ce que 10% sur les multinationales qui aujourd'hui évitent l'impôt, on pourrait aboutir à 500 milliards par an, c'est-à-dire 4 fois le budget de l'Union. Donc c'est juste pour vous donner quelques petits chiffres, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec ça, mais on est vraiment sur de la justice fiscale. On est vraiment, parce que vous, comme moi, comme les PME, comme tous les citoyens, comme les consommateurs, payent au max les impôts, alors que ces multinationales les évitent soigneusement. C'est le cas, comme vous le savez, de Apple avec ses 0,005% en Irlande. Bon, c'est l'exemple qu'on prend le plus, mais enfin, en même temps, c'est quand même un exemple qui parle. Et donc sur ces questions-là, il y a de vraies proximités. Sur la démocratisation de la zone euro, même après, s'il y a des divergences sur le comment faire, il y a aussi une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer
à la fois dans l'opacité, à la fois en semblant agir ou en agissant, chacun son interprétation, contre les peuples européens. Donc il y a une prise de conscience qu'il y a des choses à changer. Il y a aussi des proximités sur la question de l'union de l'énergie qui devient, et l'union de la défense, puisque comme vous le savez, avec d'un côté un Vladimir Poutine de plus en plus agressif sur les frontières européennes, qui sont quand même dans un monde instable, un élément extrêmement inquiétant, et que ce soit avec un Donald Trump qui souhaite se désengager de l'OTAN, la question de la défense européenne qui prend tout son sens et qui fait partie des priorités du programme de Benoît Hamon. Donc sur tous ces sujets, nous avons échangé. Et je dois dire que nous avons pas mal de proximité. Alors évidemment, il y a une divergence avec Angela Merkel que personne n'a caché, qui est la question de l'austérité. De ce point de vue-là, même si elle nous a dit « je ne suis pas Madame Austérité », elle s'en est défendue. Mais en même temps, elle a redit, et c'est sans doute l'intérêt de l'Allemagne, mais ce n'est pas l'intérêt de ses partenaires, que compte tenu de la démographie allemande, pays qui devrait perdre 6 millions d'habitants. Oui, très vieillissant. Très vieillissant. 6 millions d'habitants d'ici 2030, évidemment, la dette n'a pas le même sens dans un pays qui perd de la population que dans un pays qui en gagne. Et donc, de ce point de vue, il y a des divergences importantes. Mais le débat était très intéressant, très ouvert, et conformément à ce que je pensais et à ce que le candidat pensait, nous avons un vrai... voilà, il faut que nous ayons le courage de mettre les choses sur la table. Il faut que nous ayons de l'audace. Car si nous continuons, comme on dit à Bruxelles, business as usual, c'est une désagrégation de l'Union européenne qui se prépare. Et ce n'est pas rien de le dire aujourd'hui, où Theresa May devrait activer l'article 50 du traité pour la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Donc on voit bien que si on continue comme avant, et malheureusement c'est que propose un François Fillon comme un Emmanuel Macron, si on continue comme avant, nous allons tomber du vélo, car c'est ce qui se passe quand on arrête de pédaler. Donc il faut de l'audace, il faut poser des propositions ambitieuses sur la table, sans dire pour autant, comme proposent d'autres candidats, c'est ça ou je quitte la table. Ça, c'est l'autre, je dirais, l'autre travers ou l'autre danger des candidats à la présidentielle. Il est clair qu'il n'y a pas d'ultimatum à poser. C'est pas comme ça qu'on construit l'Europe. C'est avec patience, avec des propositions concrètes, d'où le traité de démocratisation de la zone euro qu'a proposé Benoît Hamon. Des propositions concrètes sur lesquels on discute, sur lesquels on le sait bien, il faudra faire des concessions, sur lesquels chacun, comme toute négociation, doit sortir gagnant, c'est-à-dire en fait une bonne négociation. C'est une négociation où tout le monde gagne quelque chose. Et avec l'union de l'énergie proposée par Benoît Hamon, l'union de la défense et la démocratisation de la zone euro pour parvenir à une gouvernance démocratique qui soit autre chose qu'une gouvernance d'austérité, je pense qu'il y a la matière à satisfaire bon nombre d'États membres du gouvernement et surtout à satisfaire les citoyens européens. Je reviens tout à l'heure sur vos propos quand vous expliquez que d'une certaine façon, la France et l'Allemagne, le couple franco-allemand, c'était pas l'alpha et l'oméga. J'étais à Paris il y a quelques jours pour entendre les propositions du Sénat. Le Sénat a fait une commission pour examiner un petit peu l'après-Brexit. Et Jean-Pierre Raffarin nous disait il faut vraiment qu'on relance ce couple allemand. Même constat hier dans le rapport publié par l'Institut Montaigne. On a l'impression pourtant que pour pas mal d'observateurs de la vie politique européenne, si le couple franco-allemand n'est pas un couple fort, l'Europe ne pourra strictement rien faire. Bien sûr, il faut que ces deux pays qui ont été les locomotives et qui sont quand même des pays importants, ne serait-ce qu'en nombre de citoyens. Donc, il ne faut pas faire fi de cet aspect-là démocratique. Mais je crois pouvoir, après 5 ans passés au Parlement européen et donc observateur privilégié de la politique européenne, je crois pouvoir dire que nous ne pouvons pas préempter l'Union européenne par seulement le couple de deux pays. Ce n'est ni correct vis-à-vis de nos partenaires, ni démocratique, ni, à mon avis, en conformité avec ce que nous voulons faire, c'est-à-dire finalement une Europe de citoyens. Donc il faut sortir de cette intergouvernementalité d'une part. Il faut aussi constater que nous avons d'autres alliés.
Évidemment, moi j'ai été fascinée de voir comment l'Italie, ces dernières années, avait fait des propositions qui n'ont pas été reprises suffisamment, me semble-t-il. Et j'étais à Rome à l'occasion de l'anniversaire du traité en fin de semaine dernière, et j'ai eu la chance, j'en ai profité pour rencontrer à la fois les sénateurs socialistes et démocrates du Sénat italien, et à la fois des membres du gouvernement, notamment le cabinet de M. Gozzi. Et je crois pouvoir dire, sans altérer leurs propos, que nous avions ensemble, sur la question de la démocratisation de la zone euro, sur la question de la sortie de l'austérité, des positions non seulement proches, mais identiques. Et donc, pourquoi se priver de ce potentiel, et pourquoi rester dans un face-à-face, dans un tête-à-tête, surtout quand ce tête-à-tête n'a pas beaucoup avancé et n'a pas beaucoup porté ses fruits ces dernières années. Donc je crois qu'il faut bien sûr que le couple franco-allemand soit fort, mais bon sang, mais sortons de cette intergouvernementalité qui quand même n'est plus d'actualité. Je veux dire, monsieur Raffarin ou messieurs les sénateurs, peu importe, un peu de modernité. La question citoyenne est quand même une question qui fait sens aujourd'hui et qui est une exigence démocratique de premier niveau. Pour terminer, la seconde people, Martin Schulz, il va bien depuis son départ du Parlement européen? Vous l'avez trouvé en forme dans cette campagne qu'il mène, lui, en Allemagne? Écoutez, Martin Schulz, je ne l'ai jamais vu, pas en forme. Il est très en forme, il est très dynamique, il a toujours cette appétence à faire évoluer les choses, et c'est très rassurant. Il a évidemment une vision, comme Benoît Hamon d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils ont, très européenne, toujours très européenne, et toujours allante. Évidemment, aujourd'hui, le poste qu'il convoite est un poste national, et donc il est dans l'obligation de traiter les sujets nationaux, comme il disait, les maisons de retraite, les maternelles qui sont payantes en Allemagne, parce que on dit prospérité en Allemagne, mais il faut savoir qu'il y a plus de pauvres, de travailleurs pauvres en Allemagne qu'il y en a en France aussi, 17%, et surtout, il y a un nombre de services publics extrêmement coûteux auxquels ne peuvent accéder, c'est ce qu'il nous expliquait hier, les personnes modestes, dont les maternelles qui sont payantes, dont les maisons de retraite qui sont encore plus chères, ce n'est pas peu dire, qu'en France. Et donc, la question des services publics, il nous l'a expliqué hier, et donc la question d'utiliser l'excédent, puisque l'excédent budgétaire allemand est en question. Donc il y a toutes ces questions nationales, et puis il y a bien sûr le projet européen qui lui tient à cœur, et le Parlement européen avec lequel, je crois d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit hier, parce que on était Benoît Hamon, moi-même et Pervenche Berès reçus par lui, et il nous a dit j'ai l'impression de me retrouver au groupe socialiste et démocrate du Parlement européen, avec moi comme président et vous comme mes anciens collègues députés. Donc c'était très agréable, et finalement c'est une sorte de fierté qu'il exprimait en disant que les anciens parlementaires européens étaient bien placés dans les défis nationaux, puisque Benoît Hamon et lui-même étaient anciens députés européens. Merci beaucoup Isabelle Thomas d'avoir pris le temps de nous éclairer et d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nos studios nantais. C'était un plaisir, merci, au revoir. On n'est pas sorti de l'Europe.